La grande île de Saint-Ignace de Loyola est située dans l'archipel du lac Saint-Pierre, entre Berthierville et Sorel-Tracy. Elle relie la rive nord à la rive sud du fleuve Saint-Laurent par l'intermédiaire de la Société des traversiers du Québec qui assure le transport. C'est à cette époque que le gouverneur de la Nouvelle-France, M. Charles-Jacques O de Montmagny, accompagné par le révérend Paul le Jeune, nomme la grande île Saint-Ignace de Loyola en l'honneur du fondateur des Jésuites. La paroisse de Saint-Ignace était jusqu'alors rattachée à celle de l'île du Pas, qui avait sa propre église depuis 1704. Ce n'est qu'en 1895 que Monseigneur Édouard-Charles Fabre, archevêque de Montréal, acquiesce à la demande des habitants de l'île de former une paroisse autonome. La municipalité de Saint-Ignace de Loyola est officiellement reconnue par le gouvernement du Québec. Quelques semaines plus tard, le conseil municipal, constitué de 7 membres, est élu et M. Didas Guévremont devient alors le premier maire de Saint-Ignace. On construit alors une première chapelle en bois et l'abbé Onésime Lachapelle est nommé curé. 2 ans plus tard, exposées sous un grand chapiteau, les 3 cloches de la paroisse résonnent pour la première fois. En mars 1898, l'évêque du diocèse de Montréal, Monseigneur Paul Bruchézy, autorise la construction d'une nouvelle église sur l'île. 2 ans plus tard, tous les paroissiens sont invités à la bénédiction de celle-ci par Monseigneur l'évêque. Le conseil municipal accorde à l'entreprise Shawinigan Water and Power le mandat d'installer et de fournir l'électricité servant à éclairer, à chauffer et à procurer de l'énergie à toute la communauté. Une demande du conseil municipal de Saint-Ignace a ainsi été portée à l'attention du ministre des Transports du Québec, M. Pierre-Joseph Arthur Cardin, afin de relier les chemins par des ponts. C'est au cours de l'été 1939 que les travaux de construction de 3 ponts de bois se terminent. 13 ans plus tard, ils seront remplacés par des ponts en acier. La compagnie de traverse du Saint-Laurent a obtenu un permis de 10 ans pour transporter des personnes et des voitures entre l'île Saint-Ignace et Sorel au coût de 1 piastre pour une auto, 1 piastre pour une voiture tirée par 2 chevaux, 75 sous pour une voiture tirée par 1 cheval et 25 sous pour une personne adulte. Des lignes téléphoniques commencent à être installées sur le territoire de l'île. Ce nouveau moyen de communication, qui est fort apprécié, comporte malgré tout certains problèmes d'utilisation. Comme plusieurs foyers sont connectés à la même ligne, il arrive qu'une personne prolonge indûment sa causerie et prive les autres d'y avoir accès. Cela incite sans doute le voisinage et les gens curieux à écouter des conversations privées et ensuite répandre des histoires. Plus de 50 ans après sa construction, à 21h30, l'église de Saint-Ignace, située sur le rang Saint-Isidore, est en feu et il est impossible de maîtriser les flammes qui la consument. Quelques heures plus tard, le clocher s'effondre. En attendant qu'elle soit construite, les services religieux sont offerts à l'église de l'île du Pas. L'église est située au centre de l'île, sur un terrain préalablement acheté par la fabrique sur le chemin de la Traverse. Elle est construite dans un style original et moderne. En plus de la structure principale, le bâtiment qui inclut la sacristie est relié au presbytère par un passage intérieur. Les 3 nouvelles cloches sont nommées Angelo, en l'honneur du pape Jean XXIII, Joseph Arthur, en hommage à Monseigneur Papineau, et Albert, en signe de gratitude envers le curé Bélanger, pasteur de la paroisse. Offrir à ses concitoyens des services d'alimentation en eau potable et de traitement des eaux usées était une promesse du maire Lucien-René Plante lors de sa campagne électorale. Enfin, la promesse est tenue. Un réseau d'aqueducs est installé sur une grande partie du territoire et des compteurs d'eau sont disposés dans chaque foyer.
Bon, on n'est pas capable de former 2 jours, on est capable seulement de s'en former 1 jour. C'est impossible de faire un travail collectif. Vu que j'en ai 2 en première, 6 en deuxième, 2 en troisième, c'est impossible. Bonjour, je m'appelle Evelyne Latour, je suis enseignante à l'école de l'île Saint-Ignace depuis déjà 6 ans. Et je suis aussi conseillère municipale à la municipalité depuis novembre dernier. Moi, mon arrivée, en 1989 exactement, quand je suis venue à l'école ici, l'établissement avait déjà changé un petit peu de nature. La cave était plus en terre, bien sûr, elle avait été terminée et complétée. Mais l'école était très petite. On avait seulement 4 classes de première à 4e. Si je peux faire le parallèle avec mon père, c'était des classes plutôt jumelées. Il y avait plusieurs niveaux dans la même classe. Nous, ici, c'était des classes assez bondées, d'environ 30 enfants, entre 26 et 30, sur les photos scolaires que j'ai ressorties dernièrement. Là. Entre 26 et 30 enfants, et de première à 4e. Donc, c'était des classes pleines. On avait une grande salle. Nous, on l'appelait la grande salle, c'était notre gymnase. L'endroit où est-ce qu'on n'avait pas le droit de courir, il fallait faire de la marche rapide. Les classes étaient entourées alentour de la grande salle. Donc, c'était fréquent d'entendre les ballons venir cogner dans les portes, de se laisser déranger. On aurait dit que nos murs étaient en carton, parce qu'on entendait vraiment tout ce qui se passait dans la grande salle. Donc, il y avait quelque peu, parce que les seuls enfants qui pouvaient manger au service du dîner, c'était ceux qui habitaient trop loin de l'école, qui bénéficiaient du transport en autobus. Les autres, même si les parents n'étaient pas à la maison, le mot d'ordre, c'était d'aller manger à la maison parce que tu étais à proximité. Donc, on n'avait pas droit à ce service dans ces années-là. Je suis arrivée au mois d'août. Je venais de signer le poste. J'avais déjà déménagé mes boîtes en juin parce que je savais que je m'en venais pour septembre. Et au mois d'août, on nous a annoncé que l'école devait fermer. Parce qu'au niveau de la structure, ça pouvait être dangereux. Donc, on ne nous avait pas dit combien de temps. C'était au début, on pensait 1 an, peut-être 2. Finalement, ça s'est avéré beaucoup plus long que qu'est-ce qu'on pensait. Là, on est parti pour 3 ans avant que l'établissement soit construit à neuf. Donc, l'établissement a été détruit dans les années, pratiquement 2 ans plus tard. Là. Par contre, l'avantage qu'on a eu quand on a déménagé à Berthier, c'est que les groupes sont restés tout le monde ensemble. La première année est restée avec la première année. Les élèves n'ont pas été mélangés avec ceux de Berthier. Par contre, on a vécu d'autres choses. Toutes les transitions, les changements. Vous le savez, on est sur une petite île et les grands-parents apportent beaucoup dans la vie de l'école. Beaucoup vont manger à la maison, vont manger chez leurs grands-parents. Aujourd'hui, ça a beaucoup changé. Au niveau de notre établissement est beaucoup plus grand. On a maintenant 5 classes, de maternelle à 4e année. C'est plus vivant. On a enfin un gymnase dans lequel les enfants peuvent s'épanouir, bouger, courir, ce qu'on ne pouvait pas faire avant. Et on a plutôt une classe moderne. Il n'y a plus de pupitres. C'est des classes avec du matériel flexible. C'est des tables, des chaises à roulettes, des ballons. Ici, on est 5 classes, okay. Donc de la maternelle à la 4e année. Donc, on est 5, plus les enseignants, les spécialistes, les enseignants de musique, d'anglais et d'éducation physique. Au nombre de grands-parents qu'on côtoie le matin, le soir, en fin de journée, au dîner, c'est très, très familial. On a aussi le service de garde il était ici dans l'ancienne école aussi. Le service de garde était situé au sous-sol, dans l'ancienne école. Là, aujourd'hui, il y a son local à lui, très grand, très vaste. Vous pourrez les rencontrer, les enfants sont vraiment heureux. Ils pourront vous parler du gymnase, ils vous pourront parler de toutes les installations qu'on a dans l'école. On a une grande salle, on a une grande bibliothèque remplie de beaux livres. Donc, au niveau de l'apprentissage, ça a fait un bien énorme. La technologie aussi qui a changé à travers les années, qui nous a apporté beaucoup de nouveaux matériels, comme les tableaux interactifs. Il y en avait dans l'ancienne école, mais beaucoup moins performants que qu'est-ce qu'on a maintenant. On est vraiment rendu à l'ère plus 2.0. C'est vraiment une belle modification. On a tous une bonne belle grimace. Oh! On peut leur faire salut. Oui, tu peux faire salut. Sourire. On allait faire notre enquête. Les objets. Happy birthday.
Oui, bonjour, je suis Chantal Massé. Et Régent Massé. Ben moi, j'ai toujours resté à Saint-Ignace, de ma place natale, Saint-Ignace de Loyola. Et j'ai toujours resté dans cette maison-là. Puis ici, c'est une maison intergénérationnelle. Puis ça a toujours été une maison Régent intergénérationnelle. Hein? Oui, oui, oui. Je travaillais à Marine Industrie. Mon métier, moi, j'étais un soudeur. Et puis, je me suis mis à chanter pour le fun. Puis, je ne pensais jamais de faire tant d'années, là. Je pensais pas de faire 48 ans dans ce métier-là. Puis tu chantais souvent dans les soirées familiales. Dans les soirées familiales. Puis là, je m'en vais, après mon ouvrage, je vais dans un hôtel à La Valterie. Et puis, le musicien, il m'engage, il dit « Les gens viennent chanter une chanson. » J'allais faire chanson par chanson. Et puis, quand j'ai vu finir de chanter ma chanson, il dit « Tu peux embarquer avec une autre demain soir, ça se le samedi soir. » Puis à toutes les fins de semaine. À toutes les fins de semaine. Et puis j'ai accepté, j'en ai parlé à ma femme aussi, là, puis elle a dit c'est correct, elle a dit on va y aller, c'est sûr. Après ça, j'embarque Chantal avec moi. Mais c'est qu'est-ce qui arrivait, c'est que le dimanche, à ce bar-là, il y avait un concours d'amateurs. Les enfants avaient droit d'y assister. Fait qu'à tous les dimanches, je participais au concours d'amateurs. Puis là, à un moment donné, il y a un producteur de disques qui est arrivé. Gaétan Richard. Fait qu'il nous a offert si on voulait faire un album, mais de groupe. Alors, en 1976, on a sorti notre premier album, Régent et sa jeune fille Chantal. Et c'est sur cet album-là qu'on a fait notre gros succès, L'Hôtel et la Boisson pour t'oublier. Puis on a fait un deuxième album, dont le titre de l'album, vu qu'on avait fait le succès de L'Hôtel et la Boisson sur le premier, alors c'était le titre du deuxième album. Alors les succès ont continué, on a fait d'autres albums, on a fait des tournées en Gaspésie, en Abitibi, au Saguenay, je pense l'Ontario. Les îles de la Madeleine. Les îles de la Madeleine. Je me souviens d'un moment où on avait chanté 6 fins de semaine collées en Gaspésie. Ça, je m'en souviendrai toute ma vie. Puis moi, j'étais pensionnaire au couvent, au Collège Marie de l'Incarnation à Trois-Rivières. Alors, il me prenait le vendredi pour m'en aller en Gaspésie, puis il me déposait le dimanche parce qu'il fallait que je continue ma semaine d'école. Alors, aujourd'hui, on a une carrière artistique de 48 ans. Fait que j'en suis très fière. Andy qui est bien fier de chanter avec son père. Ben oui, c'est pas tout le monde. Parce qu'il y a déjà une bonne nouvelle. Hein? Mais c'est pas tout le monde qui a l'occasion de chanter avec son père non plus. Là, présentement, je suis en studio pour faire un EP de 4 chansons. Alors, Régent, il a décidé qu'il voulait en faire une avec moi, fait que j'en suis très fière. Ça va sortir sur le marché numérique. Le petit mot de la fin que je voudrais dire, c'est que je suis très contente, même après toutes ces années, d'être encore une chanteuse country. Un verre, 2 verres, et puis 3 verres. Mais tu es encore dans ma pensée. 4 verres, 5 verres, et puis 6 verres. Voilà, je t'oublie. Tout commence à tourner. C'est fini. Moi, c'est Yves Guertin, natif de Saint-Ignace de Loyola, en 1900 et quelques. J'ai passé ma vie ici. On jouait avec les appelants de mon père. On avait une caisse de bois et puis on avait des centaines, pas des centaines, là, mais disons entre 50 et 60 appelants. Et puis mon père se servait de ça parce qu'il pratiquait la chasse. Et puis nous autres, on jouait avec ça. On les tirait dans l'eau, puis juste, c'est un jouet pour nous autres. Ben, il y a un de mes oncles qui en faisait. Et puis j'allais le voir travailler.
faire fabriquer ses appelants. Puis c'est à partir de ça. Là, ça m'intéressait à un moment donné. Il m'a dit, il m'a mis au défi d'en faire moi-même. C'est comme ça que ça a commencé. Bon, c'est un loisir. C'est un loisir. Et puis, ça nous permettait de jaser avec mon oncle. Puis mon père aussi en faisait. Dans la région, les principaux, ce sont les canards noirs, les mallards, les sarcelles, à ailes vertes et à ailes bleues, les canards huppés, que les gens appellent des branchus. C'est un surnom. J'ai donné des petites conférences à une classe ou deux à l'école, au primaire. Et puis, je leur apportais un bloc de bois, une bûche pour commencer. Je leur disais qu'à partir de la bûche, on finirait par faire... Puis là, ben, j'avais les différentes étapes. La bûche, était équarrie. Ensuite de ça, on traçait les formes du canard. Ensuite, on montrait les différentes sections. La section pour le corps, la section pour la tête. Et puis, ensuite, on faisait les dessins. Ensuite, on les taillait avec une scie à ruban. Puis ensuite de ça, là, on tombe dans les petits... on a les petits outils, là. C'est des gauges. C'est des gauges pour... mettons, là, pour quand on veut sortir les ailes, quand on veut tracer le bec avec plus de détails, par exemple, faire les narines. Il y a un paquet de petits outils dont on sert aujourd'hui, qui ne servent pas, dans le fond, à faire des appelants pour chasser, là, mais simplement pour... Ils appellent ça, eux autres, là, des canards qu'on met sur la table du foyer. Là. Ça, ceux-là ne vont pas chasser. Tantôt, je vous disais qu'un de mes oncles en faisait. Lui, son défi, c'était d'en faire un dans un avant-midi. Fait que, un canard de chasse. C'est un appelant pour la chasse. Un avec les détails, comme on a ici, là, on en a quelques-uns. Et c'est 40 heures autour de ça. Juste le faire, les barbes de chacune des plumes, là. On fait ça avec un genre de fer chauffant. C'est un genre de pyrogravure, dans le fond. Et puis, juste faire les plumes, juste faire une plume, là, il faut que tu t'installes, puis ça te prend un bout de temps pour en faire une. Ensuite de ça, ben, quand on fait ressortir les ailes, puis je vous le disais tantôt pour la tête, là, la tête, juste la tête, là, juste faire les yeux, les mettre à la bonne place. Ensuite de ça, faire le bec avec l'espace entre la lèvre supérieure et inférieure. C'est tout ça, c'est assez long. C'est quand la peinture est là, quand on a fait la peinture. Et puis les couleurs donnent bien. Et puis que les personnes qui les voient s'exclament en même temps, puis mais s'exclament pour vrai, là. Pas parce que je l'ai fait. J'en ai vendu quelques-uns. Où il s'en est passé le plus, c'est pour Duck Unlimited. Duck Unlimited, c'est une association de protection des terres humides, et puis dans le but de permettre aux oiseaux migrateurs de survivre dans leur voyage. Là. J'en ai, je pense, c'est 3 ou 4 en marche. Là. Fait que, une journée, je travaille avec les petits outils miniatures quasiment. D'autres, c'est plus des gouges, les plus grandes. Et puis, c'est ça, j'alterne d'un à l'autre. Moi, j'en ai donné à à mes neveux, ou certains. Et puis, habituellement, je leur demande une chose, quand ils vont en chasse, c'est d'amener avec eux autres le canard que j'ai fabriqué ou que je leur ai donné. J'ai dit, c'est la seule condition. Je ne veux pas le mettre dans le salon, là, tu le mets à l'eau. Ils sont supposés de le faire.
Bien, mon grand-père faisait du vitrail, donc mon père est allé à l'École des Beaux-Arts par la suite, bien pas par la suite, mais il est allé à l'École des Beaux-Arts, ce qui a fait qu'il y a une formation assez forte en art. Donc, sa spécialité, c'est la sculpture, mais comme mon grand-père faisait déjà du vitrail, ben il s'est spécialisé un peu en vitrail ou en sculpture de lumière, sculpteur de lumière, donc en sculpture faite de lumière. Un peu plus tard, ben il a rencontré ma mère, qui, elle, vient de Saint-Ignace. Donc, c'est ça, de fil en aiguille, mais ils ont racheté la maison familiale à Saint-Ignace, familiale du côté de ma mère. Donc, c'est ça. C'est comme ça qu'il s'est installé à Saint-Ignace. Comme je disais, mon grand-père faisait du vitrail, donc restaurait des vitraux. Donc, mon père a commencé un peu à travailler avec mon grand-père et tranquillement et assez rapidement, il y a eu des contrats donc en création et en restauration de vitrail. Dans ses œuvres les plus connues, là, présentement, là, ce qui me vient en tête, c'est plus les œuvres qui sont à Montréal, bien qu'il y en a un peu partout là, au Québec, au Canada aussi, parce qu'il y en a au Manitoba. Il y en a aussi en Israël, donc à Cana, pour être précis. Une des plus connues, je crois, c'est celle à la Place des Arts. Donc, qui s'appelle « L'artiste est celui qui fait voir de l'autre côté des choses ». Donc, c'est son œuvre la plus connue. Donc, une de ses œuvres les plus intéressantes, je trouve, hormis celle de la Place des Arts, c'est à la cathédrale de Mont-Laurier. Donc, c'est la cathédrale Notre-Dame de Fourvière, où il y a un ensemble de vitraux qui ont été inaugurés en 1998, donc juste avant sa mort. Et ces vitraux-là sont vraiment, selon moi, dans les plus beaux ensembles qu'on peut retrouver au Québec. Moi, je suis Linda Lafontaine, je suis présidente de la Coop des Îles. Je suis avec ma collègue Roxane Saint-Martin, qui est vice-présidente de cette même coop. La Coop des Îles, c'est à la base 6 coopérants qui se sont réunis ensemble pour mettre en marché nos produits. Puis on a créé comme le conseil d'administration de la coopérative. Et suite à ça, on est allé chercher 13 autres coopérants avec nous pour mettre en marché tous nos produits de la ferme. Puis on a eu la chance de faire l'acquisition de cette belle place d'affaires-là ici à l'île Saint-Ignace. Puis on s'est dit que ça ferait un merveilleux endroit où est-ce que c'était passant, que les gens pouvaient se réunir. Alors on a plongé dans le projet. C'est sûr qu'au niveau des produits de la viande, il y a du poulet. On a un jeune producteur qui a gagné un quota de poulet qui est embarqué avec nous. C'est une manière de redonner. On lui donne sa chance d'être en tablette. Moi, je fais de l'agneau. On a Bercheva qui fournit le bœuf. Il y a aussi la ferme Pelleron aussi qui en fournit aussi. On a des œufs frais en tablette tous les jours. Ça, c'est les producteurs. On apporte nos œufs ici pour qu'on en ait à tous les jours là, de frais. Moi, je suis productrice de petits fruits émergents, donc camerise, cerises de terre notamment. Donc moi c'est sur la partie petits fruits. Sinon il y a des maraîchers sur la partie maraîcher conventionnel légumes. On a un producteur de noix également. On a quelqu'un qui fait du fromage. On a un artisan charcutier également. Donc l'idée qu'on a souhaité c'était vraiment cet effort collectif et la complémentarité des uns et des autres. Et tout ça pour mettre en avant notre agriculture locale. On a pensé que les gens qui souhaitent réaliser un achat local, ils retrouvent sous un même toit des producteurs de proximité. C'est que moi, la mise en marché, c'était difficile pour moi parce que c'est quand même beaucoup d'ouvrages, avoir une ferme, le travail, les enfants, tout ça. Alors, pour moi, les mettre ici, c'était une solution à ma mise en marché. Puis, il va y avoir des journées thématiques au courant de l'année où est-ce qu'il y aura des petits chapiteaux puis que les gens pourront venir rencontrer encore plus les agriculteurs. Si vous allez pouvoir les retrouver dans les îles, il n'y a pas personne qui a à se cacher. On est tous bien fiers de nos produits. Vous allez pouvoir venir les voir. Bien, le Club des Malheurs, ça a commencé il y a environ 50 ans, le 18 mai 1972. Ça fait 50 ans cette année. Ça a commencé tranquillement avec un OSBL, le Club des Malheurs Inc. Puis il s'était enregistré, tout, il a fait les choses dans les règles de l'art, là, pour l'époque. Là. Puis au départ, c'était une réunion, il appelait ça le Club des Nemrod. C'était pas, au début, c'était pas les Malheurs, c'était le Club des Nemrod. C'était de réunir les chasseurs, les pêcheurs de l'endroit, prendre un verre, se raconter les sorties de chasse, puis
Puis après ça, il y a eu la projection de films. Ça enrichissait tout le temps. Les veillées étaient tout le temps de plus en plus grosses. Fait que c'est devenu un club assez respectable qui a monté jusqu'à dans les années 90. Je pense qu'il y avait presque 150 membres. Et on commençait à inculquer des projets de relève. Les jeunes chasseurs, les jeunes pêcheurs. Moi, je me souviens quand j'étais petit, on allait là, puis il y avait des prix pour nous autres, les jeunes, là, puis c'était toutes des belles veillées, tu sais, puis les prix de présence, c'était toujours des beaux prix. Il y avait eu des compétitions de chasse et pêche, surtout, des tournois de pêche, c'était le poisson le plus gros. Je me souviens, il y avait une grosse balance là, avec une secoupe et une grosse aiguille. Fait que les gars, ils nous pesaient le plus gros poisson dans chaque catégorie, dans une brochette dorée, perche chaude. À l'époque, on avait le droit de pêcher à perche chaude. Puis après ça, l'été, il y avait le super tournoi. Et écoute, n'importe qui pouvait accéder au super tournoi, pas juste les membres. Ils vendaient des billets, puis ça devenait gros parce qu'ils ramassaient 700-800 personnes sur le terrain ici. Ils faisaient tirer à VTT des chaloupes avec des gros moteurs. C'était un des gros tournois de la région. C'était bien, bien réputé. Hein. Bien, la chasse au canard. Surtout, le lac Saint-Pierre, c'est réputé pour la chasse au canard. Fait qu'on a beaucoup d'espèces de canards qui nichent dans la région. C'est un des endroits qui a le plus d'oiseaux nicheurs, puis on est un couloir migrateur. Fait que, migratoire, fait qu'il y a beaucoup de canards qui descendent du nord, qui arrêtent l'âle migratoire à l'automne pour recharger les batteries avant de faire le voyage pour le sud. Fait que c'est la seule place au Québec que tu peux chasser le canard de l'ouverture de la chasse jusqu'aux glaces, puis que ça va être quand même relativement bon tout le temps. Ben justement, les gars du TVMLR sont toujours occupés de la survie de la chasse, puis on a fait des études écologiques avec des universités. On a toujours participé, on a toujours été comme le chien de garde un peu du lac Saint-Pierre, des îles, puis c'était tous des gars de la place, puis tout le monde qui connaissait ça. Hein. Tout le monde connaît les îles plus qu'un autre, surtout dans la région. Hein. Mais là, cette année, au fait, ça va repartir. Ça va repartir, on espère, en grand. Là. On va retrouver nos membres, on va refaire nos soirées de films, on va refaire des activités. Non, on a toujours été à l'affût des nouvelles réglementations qui s'imposaient au lac Saint-Pierre. On a toujours été proche des tables de concertation, des décisions qui sont prises. Nous autres, on a des nichoirs à canard rupé. Ça avait été instauré dans le temps au lac Saint-Pierre pour la survie du canard rupé. C'était un grand succès. Fait que nous autres, on a une cinquantaine, moi et ma famille, qu'on s'occupe. Cinquantaine de nichoirs qu'on s'occupe. On fait de la trappe. On trappe le remusqué, le castor, le coyote, les îles. Et on va à la pêche. Ouais, c'est une belle activité familiale. On a été élevés là-dedans par nos parents. Qu'eux autres, fait qu'on on a suivi les traces. Fait que... C'est différent. Comme nous, on est la seule traverse dans toute la STQ qu'on n'a pas de marée. Nous, le niveau de l'eau, il est stable. Dans un rayon d'environ 1,5 000 nautiques, là, il y a une décision à se prendre. Est-ce qu'on traverse rapidement ou est-ce qu'on laisse le navire monter ou descendre pour pas gêner son passage? Merci. Je voudrais plus, comme je vous dis, les forts vents, les tempêtes de neige, la visibilité réduite, le brouillard. Okay. C'est des situations qui demandent un petit peu plus d'attention. Parce que là, on est deux. Il y a mon collègue Jean-François qui est lieutenant avec moi. À un moment donné, pour un chiffre qu'on avait
un cadre de travail qu'on avait du soir. On est arrivé à Saint-Ignace. Avant d'arriver à peu près un quart de mille, on voyait quelqu'un sur la glace, qui marchait sur la glace. Puis la personne s'emmenait vers l'eau. Mais quand elle est arrivée dans le Frosy, toute la glace qui était toute cassée par les hélices du traversier à force de partir puis revenir. Il a calé, mais il a calé seulement que jusqu'en dessous des bras, puis il se débattait pour aller à l'eau libre. Nous autres, on s'est approchés, puis là, je ne pouvais pas manœuvrer de manière avec mon hélice en avant pour faire du remous, pour le dégager de là. On s'est approché lentement avec les choses en arrière, puis on s'est tassé vers lui, je me suis tassé vers lui, puis le lieutenant, puis les matelots, on est descendu avec la gaffe puis l'échelle pour essayer de sauver la personne. Mais la personne, elle ne voulait pas collaborer. Ils ont pris la gaffe, le lieutenant, puis il l'a tourné dans son linge, puis il l'a levé, puis là, il pouvait pas le monter. Là, j'ai dit, équipez-vous pour bien le retenir. On va se reculer, puis on va tasser sur la glace libre en bas du quai. Là, on a venu pour faire les manœuvres et on dit, le monsieur, il réagit, il prend l'échelle, puis il monte. Là, ils l'ont monté. On a réussi à sauver la vie à ce monsieur-là. Moi, c'est dans les premières années de ma carrière, en 82, lors du décès de l'honorable Gilles Villeneuve. La journée que j'aimerais oublier, il y a eu du monde, des heures d'attente, puis du chiolage, puis c'était vraiment une journée désagréable à travailler. Parce que les gens, ils quittaient la Rive-Sud pour aller au service de M. Villeneuve à Berthierville. La ville était pleine aussi, la ville de Berthier était pleine, puis le traversier, dans ce temps-là, il n'y avait qu'un traversier, fait que c'était une journée mouvementée. Mais ils ont fait surprise avec... J'étais là avec Jean-Pierre Ferland. T'étais là, OK? Oui. J'étais là. Parce que j'étais dans... C'était son père qui était capitaine. Ouais, mon père était capitaine. Mais ça prenait des autos. Fait que j'étais dans la rangée, moi, avec des autos. Il fallait mettre son char à certaines places pour qu'il arrive en arrière. Fait qu'on embarquait en bas, puis ça a commencé. Ils ont poussé. Il y avait un char avec deux chars avec des drames en dessous. Ils ont poussé les deux chars à l'eau. Ils flottaient, naturellement. Il y avait... Fait que, il s'en allait pousser les chars à Jean-Pierre Ferland. Il dit, oh, une minute, il dit, j'ai des disquettes de Félix Leclerc. Il dit, il a sorti les disquettes de son char, puis là, on s'est mal poussé, mais on l'a poussé 3-4 pieds, puis on a arrêté, là. Béliveau qui faisait ça? Ouais. Il a vu venir Béliveau. Hey, Tara dit, c'est épouvantable. Mais il n'y a pas un monsieur qui s'est couché. Il y a un acteur qui s'est couché en arrière. Non. Oui, c'est vrai. Il voulait pas. Oui, c'est vrai. C'est mon chanteur préféré, je ne jetterai pas son char à l'eau. Oui. Puis lui, il disait, ouais, pas envoyer pareil comme les autres. Oui. Ouais, nous autres, on a appris de ces messieurs-là. Ben, moi, toujours, j'ai appris de ce monsieur-là. Puis c'était des kamikazes du volant. Ça n'avait pas d'instrument de navigation, ou pratiquement pas. Ça avait une boussole, pas une montre. À ce temps, les bateaux sont équipés de AIS, câbles électroniques, des radars à la fine pointe. Puis, mais pas d'équipement de navigation. Là, quand que moi, j'ai fait des pressions pour avoir l'équipement de navigation, c'est qu'il m'est arrivé quelque chose. On est parti de Saint-Ignace, dans la neige forte, puis sur le criard. On n'a pas de radio au téléphone, on n'a pas de radar, on a seulement un compas magnétique. Puis là, ma course, puis avec le monde, on t'a rendu presque dans le milieu, selon le montant qu'on prenait quand on faisait une pratique. Là. Puis là, ça s'est mis à crier, le criard. Là, les matelots, les VJ, sur le pont, ils ont dit, il y a un criard qui fait ça. Fait que moi, je dis, je suis presque rendu, je peux pas arrêter ici, je suis rendu au centre. Il va passer derrière, j'étais prêt avec. Mais je le voyais pas, puis l'autre, il va m'appeler, puis j'ai pas de radio au téléphone, j'ai pas de radar. Fait que je disais au lieutenant, 5 degrés bâbord, 5 degrés bâbord. On sort ça tout le temps, 5 degrés, puis ça criait. Mais là, ça criait plus aux 3 minutes, là, ça... Il devait dire ce qu'il fallait, lui. Là, on courait devant de lui, à un moment donné, à Bédin, m'en va dans le vite.
le devant du bateau jusqu'à son oncle à Sorel. Lui, il s'en allait à Sorel, il virait à tout moins à Sorel. Quand j'arrivais au Tché à Sorel, le bateau partira quand il neigerait plus. La première fois qu'ils ont mis un radio au téléphone là, pour parler avec la Chenille de Montréal, là, il n'avait qu'un. C'était un bateau avec 2 timoneries. Si tu voulais parler, il fallait que tu envoies l'autre dans l'autre timonerie en arrière. Tu parlais avec la Chenille de Montréal. C'est l'Arthur Cardin, ça? Pierre Sorel. Pierre Sorel. Eh oui. Ah oui. Le vieux radar Kevin sur le Lucien, là, tu voyais pas grand-chose là-dedans. T'as dur à ajuster. Ben là, on n'a pas suivi les cours de radar. On dit que le radar, il va vous dire quoi faire. Je suis née à Saint-Ignace, de parents nés à Saint-Ignace, 2 grosses familles souches, les Plantes et les Chevaliers. Ma mère, c'est un chevalier, mon père, ben, c'est un Plante. Puis mon père, c'est dans une famille de chasseurs-trappeurs. Ma mère, c'est des agriculteurs. Je suis pas mal rêveuse et ici, au bord de l'eau, c'est ma place pour rêver aussi. Je viens ici pour jouer de la musique, écrire, pour dessiner aussi, pour préparer des cours, pour écrire de la poésie, des chansons. Mon père était un conteur assez extraordinaire, avec une mémoire phénoménale. Puis mes grands-mères aussi me racontaient l'ancien temps. Ça, c'est une époque que j'aime beaucoup. Oui. Non, j'ai pas le goût de déménager. J'ai les pieds trop creux dans la vase du fleuve pour déménager. Ici, c'est comme mon paradis. Un paradis terrestre. Faut pas que je le dise trop fort, je veux pas attirer trop de monde. Les familles souches sont importantes, puis je pense que les gens reviennent aussi à Saint-Ignace. Ceux qui vont étudier à l'extérieur, ils font un bout ailleurs, mais il y en a beaucoup que je connais qui reviennent à Saint-Ignace. Après, j'ai participé à des concours littéraires, j'en ai gagné 2, fait que je me suis dit, ah ben si j'ai intéressé un jury, c'est que je suis capable de toucher les gens, en tout cas certaines personnes. Ça m'a encouragée à continuer. Les chansons, c'est venu un petit peu plus tard parce que je savais pas que j'étais capable d'écrire des chansons. Mais en prenant un cours de guitare, mon professeur me dit « Qu'est-ce que tu voudrais apprendre à cette session-ci? » J'ai dit « J'aimerais ça dire que dans ma vie, je vais avoir au moins écrit une chanson, paroles et musique. » Mon professeur, quand il a vu mon texte, qui était très long, il y avait 3 pages, il a pris son surligneur, puis à cette vitesse-là, il a surligné comme ça, schlac, schlac, schlac. OK, tu brodes autour de ça, juste qu'est-ce que j'ai souligné, puis tu m'arrives avec une chanson la semaine prochaine. Je vais arriver avec une chanson, puis après ça, aux 2 semaines, j'arrive avec une chanson, puis là, on dirait que c'était comme, il m'avait ouvert les portes. Au mois de mai dernier, j'ai fait un spectacle, c'était mon premier spectacle où je présentais mes compositions. Donc ça, c'était important pour moi. C'était une belle expérience. Surtout que dans mes chansons, il y a beaucoup la teinte du fleuve. C'est teinté la couleur du fleuve. Des fois, le fleuve est bleu, mais des fois, il est gris aussi. Moi, je fais de la musique comme ça vient. Je fais beaucoup de ballades, c'est vrai. Je fais du finger picking. C'est des chansons moins rythmées. Je fais aussi des chansons. Je me défoule aussi pas mal dans mes chansons. Il y a des bouts où j'aime beaucoup parler contre les hommes. Ben, j'aime dessiner. J'ai toujours aimé dessiner. J'ai illustré le livre du centenaire. Ça a été une belle expérience. J'avais fait la couverture, les illustrations à l'intérieur, la plupart des illustrations. J'ai illustré aussi un roman d'un ami écrivain, Roland Trudel. Moi, je suis une touche à tout. Ça m'a amené à enseigner les arts plastiques, la plus belle matière au monde. Mais j'ai enseigné quand même 10 ans en français avant, français et histoire. Fait que tout ça mis ensemble, c'est vraiment un tout,
complet, là. Français, histoire et les arts plastiques, c'est vraiment les 3 plus belles matières. Moi, mon rêve le plus cher, c'est de terminer l'écriture de mon roman. Puis, de lancer mon roman, mais en faisant une exposition d'illustrations qui va être dans mon roman aussi. Et faire un spectacle de musique avec des chansons qui vont avoir des liens avec l'histoire de ce livre-là. Préparait son petit déjeuner, de un sucre dans son café. Depuis mon enfance que je voyais mon père chanter, puis souvent il s'installait sur le bord de la table, puis il chantait ses nouvelles chansons parce qu'il y avait des auteurs-compositeurs qui envoyaient des chansons. Puis c'est là qu'est venu le fait de décortiquer des chansons, puis les refrains, comment tout décortiquer le texte et les chansons. Puis c'est là qu'est venu peut-être, avec les années, à vouloir en écrire. Puis suite à ça, en vieillissant, je me suis mis à aller accompagner mon père avec ma soeur et mon frère dans des spectacles à travers la province. J'étais drameur à ce moment-là. Ça fait que ça m'a donné l'expérience de la scène. Puis j'avais 14 ans. Disons qu'au début, j'étais nerveux pas mal. La guitare est venue peut-être un petit peu plus tard. C'est en voyant mon père, en le voyant pratiquer. Puis s'il n'y a pas personne vraiment qui m'a montré à jouer de la guitare, c'est en regardant les autres faire. Parce que à un moment donné, le country, il vient que c'est plus bien dans la mode quand t'es jeune à l'école puis tout ça. Aujourd'hui, c'est en mode, mais dans ce temps-là, quand t'étais jeune, quand j'étais jeune, c'était pas vraiment la mode. Ça fait que j'ai appris un petit peu plus le côté québécois, puis le côté aussi plus folk de la musique. Le folk est un petit peu plus présent, puis le rock aussi. Ça fait que ce que je fais, c'est pas country, mais c'est pas trop à côté. Une vingtaine d'années, j'écrivais des chansons. Puis il y en a qui m'ont dit « Pourquoi tu fais pas tes propres chansons? » Parce que des fois, je chantais à l'entour d'un feu, quelque chose comme ça. Ça fait que j'ai commencé tout bonnement. Puis là, ça fait déjà 10 ans. Puis je suis rendu à enregistrer mon 3e album en ce moment. Ça fait que c'est venu comme une passion un peu. Puis c'est libérateur d'écrire une chanson puis la partager au monde. Là, actuellement, je suis en studio, ça fait que là, on travaille là-dessus, on écoute, puis on réécoute, puis on essaye d'amener quelque chose de nouveau. Sur mes 3 albums, j'ai du violoncelle. Ça fait que le violoncelle, c'est pas country pantoute, là. Veux pas, le micro, il est impressionnant, il est intimidant des fois, la première fois, puis que tu vas en studio, puis là, tu t'écoutes, tu t'entends différemment que quand tu chantes chez vous. Puis moi, je veux être dans toutes les
les étapes, les processus de studio, parce que j'aime ça dire mon idée. Je suis un gars de Saint-Ignace. Tu vois l'évolution de la chanson, ça fait en sorte que au bout de la ligne, tu t'imagines pas que c'est toi qui l'as composé, cette chanson-là. Tu te dis, ouais, c'est quand même pas si pire. L'appréhension de la scène, des fois, c'est pas tout le temps facile. Moi, ça paraît pas, mais je suis quand même nerveux par en dedans. Faut que tu sois quand même un peu à la hauteur. Tu mets la marche peut-être un peu haute des fois. Puis, ma suite, admettons, à l'interaction avec le monde, faut tu essaies de rentrer le public dans ton show pour que ça va être plus facile pour toi si le public il est intéressé puis il est intéressant. À apprendre mes chansons dans mon auto, dans mon char. Je travaille à Montréal, puis je fais 2 heures de route par jour, puis je pratique dans mon char. Ça fait que je chante dans mon char. J'écoute rarement la radio. Ça fait que je compose dans mon char. Là, des fois, j'ai des bons textes dans ma tête. Ça fait que là, je sors mon téléphone. J'ai pas le droit de faire ça. Je vais le faire pareil. Ça fait là, je pince sur record. Puis là, c'est des bouts de tunes. Puis là, j'ai des paquets de bouts de tunes dans mon téléphone. Puis quand j'ai le temps, j'arrive chez nous, puis je sors ça, puis je sors ma guitare. C'est comme c'est la tune à Steve Faulkner, que je chante avec sur mon prochain disque. Je chante la chanson Porte-poussière, une chanson qu'il a faite dans son premier disque en 78. On refait ça. Mais lui, il n'avait pas de char. Si j'avais un char, mais moi, mon char, il me permet beaucoup de choses, surtout dans la musique. Pour le début de LH Plante, ça a commencé en 1947, ça fait 75 ans cette année. Le tout a commencé avec mon père et mon grand-père. Eux autres, ils travaillaient déjà le bois. Puis, il y avait un moulin à scie, situé sur le terrain ici. Puis, ils coupaient du bois dans les îles, un peu partout. Puis, ils venaient le couper ici, puis ils faisaient beaucoup de bois de chauffage. Puis, dans les années 47, avant les années 47, à le temps de la guerre, il y avait une base militaire à Sorel. Puis, mes parents, mon père et mon grand-père, faisaient du bois de chauffage pour l'armée. L'armée à Sorel. Puis, en 1947, un monsieur de l'armée, je ne me souviens plus de son nom, là. On l'a probablement déjà dit, mais je ne m'en rappelle plus. Il a appelé mon grand-père pour lui dire, écoutez, on vient recevoir de la marchandise sur une palette. Puis, vu que vous travaillez le bois, probablement, vous êtes capable de fabriquer ça. Parce que les palettes commençaient, là, au Canada, au Québec. C'est sûr qu'aux États-Unis, ça devait exister depuis quelques années. Alors, mon grand-père est allé voir ça, puis à partir de là, ils ont commencé, évidemment, il y avait un moulin à scie, donc ils étaient capables de couper le bois pour fabriquer des palettes, puis après ça, les assembler avec, à la main, des marteaux, des clous. Dans les années 50, on pouvait produire avec 16 gars, 16 employés, peut-être entre 200 et 250 palettes à 300 palettes par jour, dépendamment de la grosseur de la palette. Ça, mon beau-frère s'est joint avec nous autres en 1957, qui à l'âge de 15 ans, il nous travaillait pour nous autres. Puis c'est un monsieur qui avait beaucoup, disons, de curiosité. C'est lui qui a commencé, par sa propre chef, à faire de la maintenance, aiguiser les scies, réparer la machinerie. En 1962 ou 61, mon père a acheté la première cloueuse automatique. Alors, c'est avec 2 employés, on pouvait faire 250 à 300 palettes par jour avec cette machine-là. Mais évidemment, avec l'augmentation de production, ça demande plus de bois. Donc, le bois, mon père avait de la misère à obtenir le bois pour suffire à fournir les machines. Alors, en 1972, il a décidé de bâtir un moulin à scie à Saint-Boniface, près de Shawinigan. Mon père a demandé à mon frère Roger de venir travailler au moulin à scie. Alors, Roger a commencé en 72 avec la compagnie LH Plante, puis il s'occupait du moulin à scie. Fait que la nouveauté du moulin à scie, c'était que le bois qui sortait du moulin était coupé de longueur puis d'épaisseur. Donc, il était prêt, quand il arrivait ici, il était prêt à envoyer à la table d'assemblage pour
assembler les palettes. Alors, c'était quand même une nouveauté dans le domaine. Ça n'existait pas beaucoup dans le temps. Notre moulin à scie qui a été bâti en 72, ça a été pour nous autres un gros plus parce qu'on avait l'approvisionnement sûr. Souvent, on avait des clients qui restaient avec nous autres parce c'est sûr qu'on avait l'approvisionnement à cause du moulin à scie. Juste donner un exemple, on a fait nos gros clients des années 60, 70, c'était Union Carbide à Montréal, puis la Esso, la pétrolière Esso. Les années 80, ma soeur Suzanne est venue pour travailler dans le bureau. Mais ma mère, c'était, comment dire, un pilier, parce que dans ce temps-là, de la clientèle au Québec, tous les acheteurs étaient unilingues anglophones. Puis ma mère était parfaitement bilingue. Fait que c'est elle qui faisait la vente, si vous voulez. C'est elle le contact avec la clientèle, c'était ma mère, puis elle avait une très bonne, était très, très bonne là-dedans. Alors, on n'a pas eu de misère à avoir de la clientèle, mais dans ce temps-là, c'était exclusivement, dans les années 50, 60, exclusivement anglais. Ou pas, exclusivement. La plupart des acheteurs, des personnes responsables étaient anglais. À Montréal. Aujourd'hui, c'est anglais, mais à Toronto ou aux États-Unis. Puis après ça, moi, je suis arrivé en 85. Moi, je suis comptable de formation. Puis, c'est ça, à partir de ces années-là, là, mon père a commencé à acheter, on a acheté une machine pour faire des palettes à bloc. Ça, c'est des palettes à bloc, ça, c'est des palettes qui sont surtout utilisées dans les brasseries, des palettes pour les brasseries. Également, en 85, on a acheté une scie multiple pour couper le bois franc. Puis, 2 ans plus tard, on a acheté une autre machine pour assembler les palettes. Alors, dans ces années-là, on a quand même doublé puis triplé notre capacité de production. En 1993, on a agrandi. On a bâti un entrepôt, on a agrandi l'usine pour, justement, les fabricants qui utilisent les palettes sont de plus en plus sophistiqués aussi. Le machinerie, c'est des convoyeurs, ça devient de plus en plus mécanisé, donc ça prend des palettes de plus en plus de qualité, si on veut. Mais, on avait investi en 1998-2000, on avait investi beaucoup d'argent au moulin à scie. Le moulin à scie commençait à être très, très productif. Mais en 2003, est arrivé un malheur, le moulin à scie a passé au feu. Alors nous, à ce moment-là, on a réfléchi à notre affaire, on a décidé, au lieu de bâtir notre propre moulin, on va utiliser les autres moulins qui se sont construits un peu partout. Puis là, on a acheté le bois à partir d'autres fournisseurs. À ce temps, les palettes, les produits sont exportés à travers le monde. Alors, nos clients, nous, on n'exporte pas les palettes à travers le monde, mais nos clients exportent. Puis, évidemment, le bois, tu peux avoir des bactéries, tu peux avoir tout ça, des parasites après le bois. Alors, les gouvernements sont mis ensemble à travers le monde pour, quand on exporte les palettes, qui sortent à travers du Canada ou des États-Unis. Les Canada et les États-Unis, on n'a pas besoin de traiter les palettes, mais si ça va en dehors de ces deux pays-là, il faut que les palettes soient traitées thermiquement. Alors, c'est un traitement qui dure entre 8 et 10 heures. Puis, les palettes à chauffer jusqu'à 80 Celsius, puis ça tue toutes les bactéries. Alors, on est obligé on a acheté un séchoir pour faire les traitements thermiques en 2011. Je suis arrivé dans l'entreprise en 2013, l'entreprise familiale. C'est une entreprise que je connaissais quand même bien. Je suis travaillé ici quand j'étais plus jeune, comme étudiant l'été, pendant mes vacances d'été. Je commençais à travailler ici, j'avais une 12aine d'années, jusqu'à 18 ans. Donc, tous les étés, je venais travailler ici. Mes parents travaillaient pour l'entreprise. Donc, mon père était directeur d'usine, s'occupait aussi de la maintenance à ce moment-là. Fait que c'était facile pour moi de m'introduire dans l'entreprise. Ma mère, Suzanne, elle, était réceptionniste, comptable. Fait qu'elle s'occupait beaucoup de la partie administrative, gestion des clients, gestion des livraisons. Suite à mon arrivée en 2013, on a décidé avec Richard de redonner un 3e souffle à LH Plante, si on veut. Il y avait plusieurs machines qui étaient désuètes. Il n'y avait pas eu beaucoup d'investissement dans les dernières années parce qu'il ne voyait pas vraiment de relève. Là, maintenant, avec la relève qui arrivait, on a décidé premièrement, on a agrandi une partie de l'usine. Ensuite, on a aussi rentré une nouvelle machine pour la fabrication des palettes à bloc. C'est un peu notre marque de commerce ici chez LH Plante. Ça fait plusieurs dizaines d'années qu'on fait des palettes pour les brasseries, des palettes à bloc.
C'est pas tout le monde qui est bien équipé pour faire ça. En fait, on est vraiment les leaders dans ça au Québec au niveau de la palette à bloc. Ben, on est gros clients, c'est sûr, toute la palette, comme je vous dis, de brasserie, là, les Molson, Labatt. En Ontario, c'est les Beer Store. On a réussi à aller chercher ce marché-là aussi. Donc, toutes les palettes à bloc dans l'Est du Canada, c'est pas mal nous autres qui est le leader là-dedans. Quand je suis arrivé, on faisait environ 450 à 500 000 palettes par année. Puis là, maintenant, on fait 600 000 palettes par année. On a augmenté notre capacité de production quand même significativement. Ensuite, en 2019, ma sœur s'est jointe à nous, Marie-André, pour venir donner un coup de main au niveau de la gestion de tout ça. C'est quand même beaucoup de travail. Maintenant, Marie-André est directrice de production. C'est elle qui gère toute la planification des commandes, comment on va les produire, quand est-ce qu'on va les livrer. C'est tout elle qui gère cet aspect-là. C'est quand même un gros morceau. Moi, je m'occupe maintenant surtout des ventes et du développement des affaires. On a quand même beaucoup d'autres projets qui s'en viennent. On veut encore agrandir l'usine pour s'installer, faire des copeaux. On a des rebuts à se débarrasser. Quand on prépare notre bois pour fabriquer les palettes, il y a plein de rebuts qui sortent. Il faut se débarrasser de ça. Fait qu'on a décidé de faire des copeaux. On va en vendre une partie, puis on va aussi s'installer une fournaise à la biomasse pour pouvoir chauffer notre usine avec le reste, avec les copeaux qu'on va avoir. Ça, c'est un projet qui s'en vient. On veut aussi acheter une nouvelle cloueuse, encore pour assembler des palettes de façon plus efficace. Le gros défi des prochaines années, c'est le manque de main-d'œuvre qui s'en vient. Fait qu'à ce niveau-là, il faut s'automatiser le plus possible. Fait qu'on cherche des machines qui sont les plus faciles à opérer pour les opérateurs, moins physiques possible, et qui font les palettes le plus rapidement possible. On espère maintenir notre capacité de production, peut-être l'augmenter un peu, mais surtout la maintenir, mais avec moins de monde, parce qu'on sait que c'est ça qui s'en vient. Au niveau de la préparation du bois aussi, on a 2 lignes de préparation de bois, une dans le bois franc, une dans le bois mou. Les 2 lignes, on veut aussi les améliorer pour rendre l'opération de la machine plus facile pour les opérateurs. T'sais, le bois va se charger tout seul. Les gens vont juste avoir à être là pour s'assurer que si ça bloque, ils sont là pour les débloquer. Fabrication de palettes, c'est une partie de ça récupère du bois. S'il y a personne qui va dans une forêt couper un arbre pour faire une palette. La façon que ça fonctionne, c'est les moulanciers vont dans la forêt, ils récoltent les arbres, ils amènent ça au moulin, ils prennent tout ce qui est bon pour faire des meubles, faire des planchers, faire toutes sortes de choses en bois. Puis ce qui reste, qui est pas bon pour toutes ces affaires-là, il vient dans le monde de la palette pour faire des palettes. Puis si jamais c'est pas bon pour faire de la palette, là, on fait du copeau, on fait de la biomasse, des choses comme ça. En plus, les palettes sont faites en bois. On voit pas de palettes traîner nulle part. C'est pas un déchet qui est problématique parce que tout le monde s'arrache les palettes vides, les vieilles palettes. Ils les utilisent pour faire du bois de chauffage, ils les utilisent pour faire des meubles. Fait que c'est un produit qui se récupère super bien. En plus, ça se répare. Souvent, les gens, les entreprises qui ont des palettes réutilisables, ils reçoivent leurs palettes, ils envoient réparer. La durée de vie d'une palette peut aller jusqu'à 10-15 ans. Fait que c'est un produit qui est quand même très, très écologique. Là. Préparer toute la jupilote, là, pour mettre des chaudrons, rouler les cannes, tout préparer ça. Tout à préparer, ça nous prend à peu près 2h30 à 3h. Avant la cuisson. Okay. Ça fait combien de temps que vous faites la jupilote à Saint-Ignace? 19 ans. Ah, ça prend 7-8 gallons de blé d'Inde. Ensuite de ça, de la macédoine, des pois verts, pois et carottes, jus de tomate, tomate au soupe, là, tomate au pays, là, de la tomate... 5 chaudrons comme ça, là, on peut servir combien de personnes pour le souper? Environ 260 à 275 personnes.
faut commencer premièrement dans nos chaudrons, faut commencer, on met la matière grasse. Après ça, on a 50 livres d'oignons à mettre. On fait brûler nos oignons un petit peu, pas trop, par exemple. Après ça, on met nos patates. Les patates, on a 60 livres. Après ça, on met nos légumes. Puis là, Louis, ça prend combien de temps à faire mijoter en heure, là? Après qu'un tout préparé, comme je t'ai dit, ça prend 3 heures, 3 heures et demie à le préparer. Après qu'un préparé, ça nous prend à peu près 2 heures à mijoter doucement. Pas à feu ardent, à feu lent. Demain ça, demain. Après demain. Avec demain. Ah! Monsieur Blanc? Salut. Ça va? Ah oui. C'est ça, vous n'aviez pas donné votre nom aux poches? Moi, j'étais à l'auto. L'auto, puis Chevalier. Chevalier. OK. Ouais. Chevalier de la table ronde. Oui. Ça a été comme toutes les autres parce que on le comprenait, tu sais, on savait que c'était un tempérament comme ça, fait qu'on ne la pas pour rien. S'il veillait tard, on le laissait faire. On a parlé un petit peu pour les premiers temps, mais quand on a vu que ça ne servait à rien, ces nuits, il passait à lire puis à écrire. Fait que on a abandonné de l'affaler avec ça. On l'a laissé faire à son goût. Pour écrire, il suffit d'un bout de planche sur lui, sa machine à écrire sur ses genoux. C'est là qu'il fait son travail. S'installe dans la cuisine. Dans le garage, puis dans la cuisine, d'où est-ce qu'il n'y a pas de bruit. Puis il est venu encore dernièrement, là, passer une vacance de 15 jours. Puis c'était dans le garage toute la nuit. Je me levais à 6 heures le matin, puis je faisais rencontrer. Moi, je sortais, puis lui, il rentrait. Il dit, j'ai envoyé à M. Tissaire, il m'a refusé. J'ai envoyé à Paris. Puis il l'a accepté. Il a accepté. Il est allé à l'école Saint-Viateur. Ensuite, université, de septembre aux fêtes. Ensuite, il est allé à l'école Saint-Mars. Le premier, Océan. Ensuite, le nez qui vogue. Le nez qui vole. Qui vogue. Le nez qui vogue. La vallée des avalées. La fille de Christophe Colomb. Ben, j'ai demandé le premier, là, pourquoi tu me dis pas ce que tu écris? Le premier, il dit c'est l'histoire d'un enfant. Puis ça, parce qu'il y a confiance, il y en a, j'en ai. Ici, de fois qu'il a décrit certains que c'est quoi j'ai écrit. Il me l'a donné avant de partir, puis il dit serre-les, fais confiance à toi. Ces manuscrits sont arrivés par la poste, les uns après les autres, dans un temps très court d'ailleurs, en l'espace de 3 mois. Il a envoyé 3 manuscrits. Des romans dont nous publions le 3e, qui s'appelle La vallée des avalées. Je trouve que c'est le roman de quelqu'un de tout à fait extraordinaire. Il est d'une originalité absolue, il est d'une fraîcheur et d'une violence parfaitement insolites, et il est écrit dans une langue qui pour nous est une langue assez surprenante.
La bibliothèque Régent-Ducharme a été inaugurée le 8 septembre 1991. Madame André Chevalier, qui en est la responsable, s'occupe du fonctionnement et de l'organisation des activités en collaboration avec une quinzaine de bénévoles. Les façons de faire ont bien changé depuis 30 ans. Au début, le prêt de livres était fait à la main, mais aujourd'hui, tout est à l'ordinateur. Les membres peuvent ainsi emprunter à distance des livres papier, numériques et regarder des revues. Grâce au réseau Biblio du Centre du Québec, de Lanaudière et de la Mauricie, CQLM de Trois-Rivières, la clientèle a accès à 5500 livres, incluant la collection locale, et peut aussi faire venir des œuvres d'autres bibliothèques. Presque tous les romans de Régent-Ducharme sont disponibles sur place. Un recueil de ses dessins y est exposé, ainsi que des œuvres produites par des écoliers et des artistes qui se sont inspirés de ses livres. 2 magnifiques vitraux créés par l'artiste verrier Philippe Bétinger offrent à l'espace bibliothèque une joyeuse et vivante luminosité. Un local aménagé au sous-sol permet à la population d'assister à des conférences, des projections de films, des expositions d'œuvres d'artistes locaux et de la région. Pour les enfants, il y a l'heure du conte, animée par des professionnels, et des cours d'initiation à la musique sont offerts. Louis-Vincent Barthes, né le 28 septembre 1978. Mon grand-père a été fort impliqué dans la communauté à Saint-Ignace. Mon grand-père paternel, Louis Armand. Mes oncles du côté de mon père, très impliqués surtout dans les loisirs. C'était comme naturel que je suive leurs traces. Là. Et aussi mes oncles du côté des Gertins, ils avaient parti le club des Malheurs. Je baignais dans 2 familles qui étaient assez impliquées dans la communauté. Quand je suis revenu m'installer aux îles, commençais à avoir des enfants, des amis, on avait des enfants, puis on se disait, ben, faudrait redonner, nous, qu'est-ce qu'on a eu quand on était jeune, il y avait une organisation des loisirs, et les loisirs n'existaient plus. Fait qu'on a reparti ça en 2014, les loisirs, avec des gens qui étaient intéressés à faire revivre un peu la vie sportive et culturelle à Saint-Ignace. Quand je rentrais chez mon oncle Rosaire, ben, chez eux, il était chez lui, là, Pépé. Fait que mon oncle Rosaire, ma tante Sia, disait, hein, t'en viens naviguer? Ouais, on en vient naviguer sur une chaise de sang. Fait que là, on s'assoyait avec Pépé, puis là, lui, j'étais là 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. Je pense que 80% de la conversation, c'était par rapport à sa carrière sur le fleuve, puis il me parlait du fleuve. C'était fort intéressant, puis surtout que lui, il avait commencé à naviguer en 1912, il avait 14 ans. Fait que là, on part de loin. Fait qu'il y avait quasiment 100 ans qui séparaient. Et puis en 2004, j'ai terminé, j'ai eu mon certificat d'études collégiales en navigation. Mais mon métier m'a amené à plusieurs... j'ai des longues périodes de vacances. Puis dans les longues périodes de vacances, bien, des fois, on se trouve des projets. Et puis en 2012, j'avais appliqué sur un projet de la MRC d'Audrey. Mon projet a été retenu, puis c'était un projet historique. C'était de démontrer la vie des marins de Saint-Ignace, mais à travers les photos. Et puis là, j'ai organisé en 2013, il y a eu le vernissage de l'exposition Saint-Ignace et Saint-Marin en photo. J'avais au-dessus de 800 photos d'exposés. Ce projet-là m'a emmené sur un autre projet des goélettes, parler des goélettes qu'il y avait sur le fleuve. J'avais comme un rêve d'aller dans le nord, puis de naviguer dans le nord. Puis le fleuve Mackenzie, c'est le plus long fleuve au Canada. Là, j'ai donné mon nom à Garde-Côtière. Je suis allé travailler sur le fleuve, puis un bon coup, j'ai envoyé un courriel à des amis, de la famille proche, expliquant ce que je voyais, comment ça se passait à bord. Puis là, les gens m'ont encouragé à continuer d'écrire plus souvent, de ne pas attendre 3 mois avant de donner des nouvelles. Puis c'était bien plaisant qu'ils découvraient le Nord en même temps que moi. Puis en 2018, je suis retombé dans mes écrits, je les ai retravaillés, je les ai fait corriger. Et puis, j'ai trouvé un éditeur en 2020. Fait que le livre a sorti en février 2021. Les Chroniques d'un marin, on peut voir ici. Fait que ça, c'était un labeur de 4 ans
d'écriture, mais je dis un laveur, mais non, parce que je prenais beaucoup de plaisir. Il y a beaucoup d'humour. Alors, c'était bien plaisant. Avec les bateaux blancs, avec mon exposition, là, je savais qu'il y avait une possibilité de faire un livre. Il reste quelques touches à mettre finales, des touches finales à mettre au manuscrit, et puis ça devrait sortir en principe début d'année 2023. Après celui des bateaux blancs, l'épopée des bateaux blancs, il devrait y avoir 3 autres livres. Et les contrats sont déjà signés. C'est encore par rapport à l'exposition que j'ai faite sur les marines. Il devrait y avoir un sur les dragues et remorqueurs, la marine marchande en général, et puis les traversiers, l'histoire des traversiers. Plein d'histoires assez élargies. Le premier traversier qui faisait Berthier, Sorel, qui arrêtait à Saint-Ignace, les chalands, même il parlait des chalands dans les îles. Puis encore aujourd'hui, on utilise les chalands pour soit aller à l'île Lozo, à l'île du Charme, à l'île Ronde, à l'île de Grâce. Donc je pense que mon implication dans la communauté puis les projets personnels, j'en ai pour plusieurs années. Moi, je suis né à Saint-Ignace. Donc, grâce à mes parents, dans le fond, je suis né à Saint-Ignace. J'ai eu, avec d'autres personnes de Saint-Ignace, participé à un comité
verts, donc de plantation d'arbres. On a fait aussi, j'ai travaillé en tant que conseiller municipal, mais avec un organisme pour créer le circuit cyclable historique autour de Saint-Ignace, donc avec des affiches là, qui sont un peu partout là, autour de l'île. On a planté des arbres, donc comme je disais tantôt, à différents endroits pour essayer de reverdir la communauté. Moi, présentement, je fais encore du vitrail, je fais de la création, je fais de la restauration d'œuvres d'art, mais je suis surtout en enseignement. Donc, j'enseigne maintenant à l'école secondaire à Rawdon, au collège Champagnat. Donc, c'est un peu ma vie présentement. Donc, l'université, le secondaire, les colloques, etc., c'est un peu plus ma vie. Puis là, je suis en train de construire, dans le fond, un espace pour pouvoir continuer à faire de la création et de la restauration de vitraux. Moi, j'ai des œuvres là, qui sont dans la région ici, donc principalement à Joliette, là, il y a dans 2 CPE, parce que il fut une époque où c'était possible de créer des œuvres dans les CPE. Donc, au CPE Les Moussaillons, au CPE Les Petits Fouineurs. Sinon, il y a à l'Académie Antoine Manceau, où j'ai été à l'école, où mon grand-père Massé, c'est vrai, était allé à l'école aussi. Donc à l'Académie, c'est ça. Il y a ce vitrail-là. Ensuite, dans la région encore là, à Saint-Jacques, il y a un vitrail qui est là, à l'Hôtel de Ville aussi de Joliette. Donc, pour la raison limitrophe, là, c'est pas mal. Là. J'ai restauré aussi des vitraux dans la région, là, je pense à l'église à Rawdon, puis à la chapelle des Clercs de Saint-Viateur, à côté de la cathédrale à Joliette. Là. Donc, j'ai restauré des vitraux là aussi. Mes projets d'avenir, justement, là, le plus gros projet que j'ai présentement, c'est la construction d'un atelier. Donc, là, pour l'instant, je suis en train de travailler là, à finir une espèce de gros cabanon là, qui me permet de ranger mon stock. Je vais tout rapatrier mon stock ici. Puis par la suite, c'est la construction de l'atelier pour pouvoir justement continuer à faire de la restauration et recommencer, en tout cas reprendre, si on veut, au niveau de la création. De mon âge, à peu près. Ah non, et puis avec toi, Maurice. Maurice Laforêt? Maurice Denis. Ça, c'est mon frère. Maurice Denis, t'as à peu près de mon âge. Ouais. Il vient de prendre 5 coups là. Il vient de dire ça, c'est mon Maurice Laforêt, c'est ça qui est mort. Oui, je le sais, ça. Oui, c'est moi. Ah ben, j'ai passé pour la télévision. Les filles de bicycle, là. Oui, il y avait des sites, là. On était à 4-5, les filles de bicycle. Ça a passé à la télévision, je me suis vu. Je me suis vu, puis je parlais pas. C'est à moi qui parlais. Moi, mon avocat va te parler après. Tu vois, cette semaine, il montre la plante dans tes mains. Hermos Henry. Ah oui? Oui, le 75e. Hey, il filme quelque chose, lui? Moi, je peux pas parler, je travaillais à Berthier, je peux pas rien dire. Non, t'étais à Berthier. Tu travaillais pas, puis... Je travaillais pas, je travaillais 44 ans, 6 mois, 22 jours. Tu faisais une gueulée. Tu travaillais pas de l'école, il n'y a pas de mérite par rapport à ça. Il était syndicaliste à l'école. Ouais. Il y a les filles des îles, boivent 2 bières autour du feu. Si les filles sortent en ville, juste 2 verres au feu des yeux. S'il y a un party des îles, et voit rien le lendemain, on est loin d'être tranquille. La gueule de bois, ça nous va bien. Alors, je me présente, Laurence Saint-Martin. Je suis auteure, compositrice, interprète. Je suis aussi coproductrice de tous mes projets, donc je travaille très fort derrière aussi tout le processus. Et je suis une fille des îles, mais pas des îles de la Madeleine, des îles de Saint-Ignace, de Loyola. Il faut toujours je le précise. La première chanson que j'ai écrite avec Richard Turcotte, justement, et Christian Ezroka, c'est deux auteurs de la Rive-Sud. Tu sais, je suis arrivée là-bas, j'étais super intimidée, puis ils m'ont demandé « Parle-moi toi », puis c'est la première chose que j'ai parlé. J'ai dit « Moi, je viens des îles », sans même penser qu'il existait des îles de la Madeleine. J'étais comme, chez nous, c'est une île, il faut 3 ponts. Tu sais, comme je décris Saint-Ignace avec beaucoup d'amour dans mon cœur. Ben, en fait, j'ai toujours fait de la musique dans ma famille, au sol de l'église, justement. C'est un documentaire au Saint-Ignace, puis je le gâte, là, parce que c'est vraiment... Bref, j'ai grandi avec les jours de l'an des Courchênes.
Après, j'ai fait beaucoup de concours secondaire en spectacle. J'ai fait les comédies musicales à l'Académie Antoine Manceau à Joliette, que j'ai aussi un très grand sentiment d'appartenance parce que la culture là-bas, c'était vraiment le fun. Puis après ça, je me suis lancée. J'ai vu des gens qui m'ont inspirée sur Internet, puis j'ai dit, moi, tout, ça me tente d'essayer. Puis ma mère, qui était gérante d'artistes pour la Bottine Souriante avant, m'a toujours dit que c'était un milieu très difficile. Elle me le conseillait pas vraiment, mais mes parents m'ont toujours supportée. Puis aujourd'hui, tous mes droits m'appartiennent aussi. Fait que c'est super positif là-dessus. Ça fait comme 3 ans que je fais ça, professionnellement. Il y a eu 2 ans de pandémie. Fait que je pense que la première année, j'avais vraiment le vent dans les voiles, puis les gens, j'étais comme, oh my God, je réalisais même pas comment j'avais un beau départ, tu sais. Puis après ça, on m'a enfermée à la maison. J'ai quand même été très fière de sortir un 2e album qui, je crois, me démontre un peu plus mature. Là, j'ai hâte d'en sortir un 3e. Fait qu'on travaille là-dessus. C'était difficile aussi de revenir dans ce gros retour super achalandé. Il y avait des festivals partout. Ça faisait 2 ans qu'on était comme en congé, mais complètement brûlés parce que dans le fond, on essayait de sortir du lot quand même. Puis là, on est retourné devant les gens. Fait que là, c'était intimidant. On dirait qu'il fallait que je réapprenne à chanter. Il fallait que je réapprenne à trouver une identité aussi sur scène avec 2 albums. Mais l'avantage, c'est que la musique a continué de voyager sur Internet parce que les gens, ils chantaient presque toutes mes paroles au travers le Québec cet été, fait que c'était vraiment le fun. J'ai pas beaucoup d'attentes. J'aime mieux aller go with the flow, comme on dit. Mais c'est sûr que bientôt, comme j'ai dit, j'aimerais sortir un 3e album. J'aimerais avoir un plus gros succès à la radio. Je pense que mes chansons, ils jouent à la radio, mais j'aimerais ça avoir un hit radio. Tout le monde sait c'est quoi. Fait que ça serait mes objectifs. Continuer d'être heureuse, pouvoir payer ma petite maison avec ce que je fais, là, c'est ça qui compte pour le moment. 1, il faut croire en nos rêves. 2, avec Internet, tout se fait maintenant. Puis, il faut rester authentique nous-mêmes, parce que si on se croit pas, les gens vont pas nous croire non plus. Puis, aussi, pas trop se comparer sur les réseaux sociaux, parce que c'est pas toujours la réalité. Je pense qu'on met beaucoup de beau là-dessus. Il y a aussi beaucoup de moins beau, mais l'important, c'est de continuer de travailler fort puis se fixer un objectif. Puis les jeunes filles, je les aime beaucoup parce qu'ils m'aiment beaucoup aussi. Fait que je suis contente d'être un modèle pour eux autres. Puis je vais faire full attention aussi à mon image pour ces jeunes filles-là. Mais c'est de croire en tes rêves, je pense. C'est super quétaine, mais c'est ça. Bien, nous, dans le fond, on a regardé pendant la pandémie des projets à faire, puis on a tombé par hasard via Internet sur la propriété qui était à vendre, puis qui permettait d'avoir des emplacements pour véhicules récréatifs. Fait que c'est un projet fou au début, d'amour, puis on a tombé justement en amour avec la région, les gens. Aux îles, c'est un autre mode de vie. Tout le monde s'entraide. Les gens s'envoient la main, autant à vélo, à pied, en auto. On est dans un monde, je vous dirais, à part, qu'on se sent toujours comme en vacances. Nous, on a fait l'acquisition le 7 octobre. On a appelé ça Camping Hébergement Touristique MJM, parce que ma conjointe s'appelle Marie-Josée et moi, Jean-Marc. On a rénové la maison qu'on a appelé le chalet Le Grand Héron. Pourquoi? Parce que ici, c'est la plus grande héronnière d'Amérique du Nord connue. On a reçu nos premiers clients le 20 janvier 2022. Puis le camping a ouvert le 1er mai. Puis tranquillement, pas vite, il y a des gens de partout qui viennent nous voir. Puis on est vraiment contents parce qu'on fait découvrir Saint-Ignace, qui est peu connu. C'est un petit trésor caché. Puis là, on a eu des gens de New York, de l'Allemagne, de la Beauce, Abitibi, Gatineau, Sherbrooke, de partout à travers le Québec, même là, de l'Ontario ce week-end. Fait que c'est le fun parce que les gens ils aiment ça, puis ils reviennent. Fait que ça, c'est important. C'est des gens là, qui ont des enfants de 10 ans jusqu'à 86 ans. C'est des gens qui viennent soit pour se reposer, des réunions familiales avec le chalet, emplacement de VR, ou même notre roulotte prête à camper. C'est des gens qui viennent pêcher, c'est des gens qui viennent faire du vélo, découvrir. C'est des gens en vacances là, qui sont ici pour décrocher.
Puis ça, je pense que c'est le plus beau moment, la plus belle paye, c'est qu'on crée des souvenirs quand ils sont ici en famille, entre amis. C'est plaisant parce que on court tout dans la vie, hein? Fait qu'on offre un moment de détente, tranquillité. Bien, j'en ai des fois là, qui vont m'appeler, qui sont dans les environs, puis là, ils ont vu, exemple, notre dépliant chez un commerçant. Puis là, ils nous appellent pour venir faire dodo de nuit en VR. Il y en a qui vont passer, puis ils vont voir notre affiche, ils vont nous appeler. Mais c'est des gens de l'extérieur. Puis ici, on est chanceux parce que c'est 12 mois par année. Oui, il y a l'été, la pêche, la chasse va commencer. On a l'hiver, la motoneige. On a les sentiers de quad qui passent au traversier. On a les deux côtés, rive nord, rive sud. C'est ça, la chasse, on va avoir la pêche à la glace. Il y a toujours quelque chose à faire. Sur notre site, si on parle du chalet, on l'a construit, dans le fond, pour recevoir 6 personnes. C'est 3 lits queen. Ça va arriver que, des fois, pour un enfant, on va mettre un petit lit ou les gens amènent un matelas gonflable. Mais il est vraiment bâti pour 6. La roulotte prête à camper, on peut recevoir, on peut coucher 6 personnes. Puis pour le camping, bien là, ça peut varier, là, dépendant des passants puis nos saisonniers. Sinon, c'est une vingtaine de personnes. Le but, là, c'est de faire découvrir la région, là, mais c'est qu'ils reviennent aussi nous voir. Que ce soit chez nous, que ce soit dans Lanaudière au complet, on remet le guide officiel, on remet les circuits touristiques gourmands. Puis on a beaucoup aussi de touristes locaux. Comme là, ce week-end, j'ai des gens de Joliette. Ils sont pas loin, mais le 20, 30 minutes, 40 minutes, ils sont dépaysés. Parce que c'est vrai, c'est tranquille. Fait que là, ils sont venus à la pêche, justement. Mais on remet tout ce qu'il y a dans le secteur parce que on connaît des fois plus qu'est-ce qu'il y a quand on voyage à l'extérieur que dans notre propre région. Fait qu'on leur remet vraiment tout ça, puis là, bon, on leur explique, puis les gens sont contents, puis ils veulent revenir. Moi, je me présente, je m'appelle Jean-Luc Barthes. Je suis le maire de la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola depuis 2009. Je vous dirais que la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola, elle est très accueillante. On est une municipalité dont on veut garder le cachet de campagne. Les quartiers qu'on a, c'est des quartiers qui sont paisibles, il n'y a pas de bruit extrême, et ainsi de suite. Et moi, je pense que c'est ça. Aussi, vous savez, si on est une municipalité, on a 2100 citoyens sur l'île, moi, je leur dirais, puis on a beaucoup d'attrait. Oh, les gens, là, je vous dirais, promenez-vous dans l'île, puis les gens, si vous rencontrez les gens, je suis sûr, certain qu'ils vont vous saluer, ils vont vous dire bonjour. Comme je vous disais, ils sont accueillants, ils vont fraterniser. Même, ah oui, c'est serré, ça, c'est vrai. Ça, c'est un très bon mot. Je vais vous surprendre. Vous savez, on a beaucoup fait, on a refait la patinoire au complet, on a aménagé, on a aménagé le terrain de balle, on l'a tout rénové comme il faut. Mais qu'est-ce que je suis le plus fier, là, parce que la question, quand je l'ai regardée, je pense que c'est d'avoir immortalisé des gens de Saint-Ignace. Prenez le parc Albert Saint-Martin, prenez la patinoire Jacques Desrochers, la bibliothèque Régent Duchamp, le parc Saint-Giroux qu'on a ici, un regard sur le fleuve. Vous savez, c'est gratifiant c'est des personnes qui ont fait beaucoup pour la municipalité. Fait que les immortaliser, je trouve que c'était pour moi, là, c'était vraiment une chose extraordinaire que la municipalité a fait. Les projets, là, on vient justement de terminer de rénover le terrain de tennis. Ils viennent de le finir. Fait qu'on l'a tout à fait fait la surface au complet. On a 2 terrains de tennis. On a un qui est resté terrain de tennis. Puis l'autre, on l'a fait installer pour qu'il puisse jouer au tennis, mais aussi au pocketball, le nouveau jeu qu'il joue, parce que la demande, elle était là, fait qu'on l'a fait. Mais il reste que c'est tout le temps rien que 2 terrains. Puis des grosses réalisations qui s'en viennent, bien là, vous savez que l'an prochain, on va installer l'indôme sur la patinoire. Le contrat est donné tout. Même ils sont venus me prendre les mesures avant-hier. Après ça, on va s'en aller bientôt en appel d'offres pour le skatepark.
On refait le skatepark, le planche à roulettes en nœud complètement. On a aussi, qu'est-ce qui s'en vient? On a l'église. On est en train de faire une étude de faisabilité. Ah, puis aussi, ben, ce que je veux faire aussi, puis que ça met tout le temps à cœur quand je suis arrivé en 2009, c'est l'entretien de nos routes. Mais le faire comme il faut. Sur l'île, nos attraits qu'on a, vous savez, on a un beau parc. On a tout dedans. On a les jeux d'eau, on a les jeux des enfants, on a 2 terrains de volley-ball de plage. Le Grand Prix des îles, ils ont venu faire une piste de BMX. Puis au fond, ben, on a une belle grosse butte de terre que l'hiver, les enfants vont glisser. Puis là, ce qui s'en vient, c'est qu'on veut essayer d'avoir les commodités pour aménager le terrain de soccer comme il faut. Il faut le dire, on a 2 pourvoiries ici. On a 2 pourvoiries, c'est pour ça que quand on a fait, puis Laurent Saint-Pierre, on l'a fait pourquoi? Il y en a bien qui disaient, on aurait dû faire ça mais c'est parce que Laurent Saint-Pierre, dans le programme PIL, c'est qu'on était subventionné à 75 %. Fait que, puis c'est ce chemin-là à cause des pourvoiries. Moi, comme j'ai tout le temps dit, le monde dit, là, les taxes ont augmenté. Bien, c'est sûr que les taxes vont augmenter. Parce que moi, la Sûreté du Québec, les incendies, les toits collectes, j'ai pas de contrôle sur ça. Vous savez, comme là, la Sûreté du Québec s'en va en négociation. Fait que, puis on n'est pas à table de négociation. Fait que, on va subir les augmentations. C'est un temps de fin du monde à matin. La brune coupe le paysage au bout des joncs. Les sirènes du fleuve se répondent en chansons. C'est le plus beau lever du jour quand je suis pas certaine de ce qui m'entoure. C'est par les matins brumeux que j'écris le mieux. Plus c'est embrouillé, plus mon esprit est clair. Plus je vois loin au-delà des mots et du temps. Les gens dansent dans le vent. C'est vrai, on dirait le dernier endroit sur terre avant de tomber dans le vide, avant de trouver les repères. Déchire le voile en suspens, une aile dans le réel, l'autre dans le néant. Attirant le soleil d'or, me redonnant mon décor. L'île ronde, l'île de Grâce, Sainte-Anne de Sorel au loin, les navires glissant sur l'onde, c'est la fin du monde. J'aime tant ceux qui font le vide en dedans, ce vide infini colorant ma vie quand tout est gris.